De ce que je connais, j'ai rarement vu des gens aussi acharnés à détruire un jeu. Ça reste un jeu de course avec un classement mondial et comme but ultime d'être le plus rapide à finir la carte. Mais je pensais pas qu'ils étaient capables d'aller aussi loin. Mario Kart Wii est depuis sa sortie connu pour ses raccourcis extrêmement impressionnants. Des raccourcis qui coupent toute une carte dans la série, c'est plus vraiment très surprenant. Mais les raccourcis dans Mario Kart Wii ont cette chose qui donne l'impression qu'on joue avec les limites. Cette difficulté qui rend ces raccourcis presque inatteignables et cette étrange satisfaction d'être au-dessus d'un jeu qui s'est bien protégé pendant des années. Les Ultra Shortcuts. C'était un événement dans la communauté quand un était trouvé. C'était rare, un exploit annuel, une surprise le matin en voyant le record du monde avec 10, 20, 50 secondes de moins et regarder la carte se faire découper en trouvant les rebonds les plus improbables pour contourner l'arrivée. Jusqu'à la sortie de Mario Kart 8, 8 cartes sur les 32 présentes dans le jeu avaient un Ultra Shortcut. Aujourd'hui, 15 ans après sa sortie, après avoir compris le fonctionnement du jeu, le nombre d'Ultra Shortcuts a explosé au-delà de ce que tout le monde pensait possible. De 8, le jeu a désormais 25 Ultra Shortcuts. Il est donc temps aujourd'hui d'expliquer la folle histoire d'un jeu presque entièrement détruit par les gens parmi les plus acharnés, passionnés et talentueux de la communauté. Aujourd'hui, on va parler de comment ils ont détruit Mario Kart Wii. Cette vidéo est sponsorisée par Honkai Star Rail. Waouh, mais c'est quoi Honkai Star Rail? Ah oui, donc on va vraiment faire comme la dernière sponsor, c'est ça que t'appelles de la créativité, déjà que t'es pas foutu de sortir une vidéo en moins de 3 semaines. Honkai Star Rail est un RPG Space Fantasy créé par Hoyoverse, les mêmes qui ont fait Genshin Impact, disponible sur tout plein de plateformes. Waouh, on n'arrête pas le progrès. Et oui, tu peux y jouer sur PC comme sur mobile, et depuis le 11 octobre, le jeu est disponible sur PS5 pour y jouer sur ta meilleure télé en 4K, sans gardant un partage de données entre ton PC, ta PlayStation et ton téléphone, grâce à la synchronisation mise en place sur le jeu. Waouh, on n'arrête pas le projet. Et oui, dans le jeu qui se déroule dans l'espace, tu peux jouer un pionnier ou une pionnière, et explorer les différentes planètes de l'univers, avec plus de 20 personnages différents à découvrir, et surtout taper tous les méchants qui viendront se mettre en travers de votre chemin, dans un mode tour par tour, où à la fin ils vous diront « Waouh, on n'arrête pas le trajet !» Et justement, Honkai sur la mise à jour 1.4 qui parcourt l'événement Guerre de l'Ethereum. La suite de l'histoire principale sur la planète Bolobog, avec 2 nouvelles régions, l'ancien site d'essai d'armes et le pilier de la création. Elle rajoute aussi 2 personnages jouables importants. Topaz, qui a des petites cinématiques très sympas pour chaque attaque importante, dont une où son compagnon Numby va pouvoir vous permettre de... Waouh, on n'arrête pas la monnaie. Et le second personnage, Jing Liu, un puissant DPS de type glace qui suit la voie de la destruction, je pense que ça introduit bien le personnage, est extrêmement forte pour manier son épée face à ses adversaires. Elle a souvent un bandeau noir autour des yeux, parce que oui, quand on est fort avec une épée, on peut se permettre de faire ça, et qui, quand elle l'enlève, dévoile des pupilles rouges d'une personne qui... à la base était considérée comme morte. Donc c'est jamais une très bonne nouvelle, et ça lui permet d'infliger encore plus de dégâts, parce que quand on voit la cible, c'est quand même mieux. Waouh, on n'arrête pas le fleuret. En téléchargeant le jeu avec le lien et en utilisant le code de rédemption en description, vous pouvez obtenir 50 jades stellaires, et en vous connectant pendant 7 jours, vous obtiendrez 10 tickets spéciaux gratuits pour obtenir Jing Liu ou Topaz. Merci à Honkai d'avoir sponsorisé cette vidéo, et bah let's go parler d'un jeu un peu plus daté. Avant toute chose, c'est quoi un Ultra Shortcut? Un Ultra Shortcut, c'est un raccourci sur une carte qui n'était pas prévu à la base par les développeurs. Des raccourcis sur Mario Kart, il y en a plein. Sur toutes les cartes, vous pouvez trouver un passage dans l'herbe, des boosters, des champignons qui vous donneront un petit avantage sur les autres joueurs. Des raccourcis pas prévus par les développeurs, ça existe aussi. Et en général, c'est pas spécialement très grave. On saute au-dessus d'un gouffre, on passe à travers un mur, c'est un avantage, mais c'est plutôt dur à faire et c'est pas non plus destructeur. Et justement, être destructeur, c'est tout ce que va faire un Ultra Shortcut. Un Ultra Shortcut, c'est un raccourci qui détourne les règles du jeu pour couper tout un pan de la carte, pour ne pas dire la carte entière, pour finir la course en quelques dizaines de secondes. Les Ultra Shortcuts, c'est quelque chose qui a été découvert très vite dans Mario Kart Wii. En 2008, quelques mois après la sortie du jeu, des joueurs se sont rendus compte que, pour une raison assez particulière, sur la carte Volcan Grondant, tourner autour du rocher juste à côté de la ligne d'arrivée permettait d'effectuer un tour. Et tourner 3 fois autour permettait de finir la carte en moins de 30 secondes. Il a fallu longtemps et pas mal de découvertes d'Ultra Shortcuts sur d'autres cartes pour pouvoir expliquer pourquoi un truc comme ça, sur Mario Kart Wii, ça fonctionne. Et tout ça, ça a à voir avec comment ça marche, les checkpoints sur Mario Kart Wii. Et pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, on va se balader dans Supermarché Coco. C'est une des cartes les plus connues du jeu avec une musique emblématique. Tellement emblématique d'ailleurs que Supermarché Coco est sur Mario Kart 8. Donc voici la carte et voici à quoi ressemblent les différents checkpoints de la carte. Comme vous pouvez le voir, il y en a de 3 types. Les checkpoints bleus qui sont tout simplement faits pour que l'Aikitu puisse vous remettre à un endroit sympa si jamais vous tombez de la carte, donc pas spécialement intéressant pour notre cas. Le checkpoint rouge qui est la ligne d'arrivée et les checkpoints verts qui sont les checkpoints les plus importants du jeu, les checkpoints clés. Pour compter un tour sur Mario Kart Wii, il faut que vous passiez parmi tous les checkpoints clés. Donc le checkpoint clé 1, puis 2, puis 3, puis 4,
etc. Et une fois tous ces checkpoints passés et la ligne d'arrivée franchie, vous êtes dans le tour d'après. En fait, c'est même plus simple que ça. Il faut que vous ayez passé le dernier checkpoint clé de la carte pour qu'une fois la ligne d'arrivée passée, un tour soit compté. Il suffit donc que de toucher le dernier checkpoint clé pour que vous soyez éligible à passer un tour. Mais le jeu va pas être sans aucune sécurité. Pour que vous puissiez passer ce checkpoint clé et qu'il soit compté par le jeu, il faut qu'il soit chargé. Pour ça, il y a deux moyens. Soit vous êtes entre deux checkpoints clés, ce sur quoi celui derrière vous et celui devant vous seront chargés, soit vous êtes dans un checkpoint clé et dans ce cas-là, celui sur lequel vous êtes, celui devant vous et celui derrière vous seront aussi chargés. À partir de là, les joueurs se sont rendus compte que le système avait une faille. Évidemment, on peut pas passer à reculons la ligne d'arrivée, toucher le dernier checkpoint clé et revenir pour qu'un tour soit compté. Le jeu est pas si bête. Mais par contre, si on quitte le checkpoint de la ligne d'arrivée en trouvant un moyen de sortir du circuit, rouler en dehors de la carte pour aller toucher le dernier checkpoint clé et revenir vers la ligne d'arrivée, on se rend compte que le jeu compte ça pour un tour. Maintenant, la seule difficulté, c'est de trouver comment sortir de la carte, mais après ça, on est libre de pouvoir détruire le jeu. Et détruire le jeu, c'est justement ce que les joueurs vont faire, parce que Super Marché Coco fait partie de ces circuits avec un ultra shortcut. Comme j'avais pu le dire dans la dernière vidéo que j'ai fait sur le sujet, vous n'avez pas besoin d'aller la voir, mais je parle de plein d'ultra shortcuts très intéressants, les joueurs ont trouvé tout plein de moyens de sortir de la carte. En fait, toute la quête des joueurs a été de trouver des passages de plus en plus proches de la ligne d'arrivée pour pouvoir sortir le plus rapidement de la carte et faire l'ultra shortcut. C'est-à-dire, aller sur le parking à côté de la ligne d'arrivée, toucher le checkpoint contenant la ligne d'arrivée qui s'étend un peu plus loin que la course en elle-même, sortir de la carte et se diriger vers le dernier checkpoint clé, et enfin revenir vers la ligne d'arrivée pour compter un tour. Et toute l'optimisation qu'on peut faire dans l'ultra shortcut, c'est juste d'entrer plus rapidement dans le parking. Et l'idée de pousser l'entrée de plus en plus proche de la ligne de départ, c'est une recherche qui a mis presque 12 ans à produire une conclusion presque satisfaisante avec une entrée totalement nouvelle, profitant d'un mur juste à côté de la ligne d'arrivée pour passer dans le parking. Ce que je vous montre, c'est pas fait par des joueurs. En tout cas, c'est pas la version faite par un joueur humain, parce que vous vous doutez bien que le record du monde fait cette stratégie. Ici, je vous montre une version particulière et le meilleur moyen de trouver des ultra shortcuts qu'on appelle le TAS, ou le Tool Assisted Speedrun. Ce que vous voyez, c'est fait par un être humain, mais avec des logiciels qui lui permettent d'avoir la capacité d'arrêter le jeu, de revenir en arrière, de le ralentir, d'appuyer 60 fois par seconde sur un bouton. En gros, c'est des logiciels qui permettent d'effectuer la run parfaite, celle qui touche avec les limites du jeu et qui prennent pas du tout en compte les limites humaines. Le Tool Assisted Speedrun, c'est quelque chose qui touche énormément de jeux, et j'en ai fait une vidéo entière pour introduire à tout ce que ça peut être. Mais gardez en tête quelque chose, un Tool Assisted Speedrun, c'est l'être humain qui pense, et c'est la machine qui exécute. Et c'est un outil très intéressant pour théoriser et prouver des ultra shortcuts. J'avais par exemple parlé dans la dernière vidéo de l'ultra shortcut extrêmement impressionnant sur route arc-en-ciel, demandant une quantité astronomique de chance et de talent pour qu'il soit faisable par un joueur. D'abord théorisé par un TAS, il a été simplifié pour être rendu accessible aux joueurs les plus acharnés du jeu. Et aujourd'hui, après encore plus de recherches sur la carte et sur les différentes manières d'effectuer l'ultra shortcut, il a enfin été très grandement simplifié en changeant complètement de stratégie. C'est moins impressionnant, mais au moins les gens peuvent le faire. La stratégie actuelle est de taper contre la barrière proche de la ligne d'arrivée avec un champignon, pour passer de l'autre côté de la carte et accéder à la route en contrebas, toucher le fameux dernier checkpoint clé de la carte et revenir sur la ligne d'arrivée pour être enfin crédité d'un tour. Et le TAS, ça a permis de trouver toutes ces petites stratégies. C'est vraiment l'outil de recherche le plus sophistiqué qui existe pour enfin détruire un jeu. Et pour vous le montrer, on va commencer très soft en parlant de Royaume Sorbet. Royaume Sorbet, c'est une carte classique de Mario Kart. C'est une map faite de glace et entourée d'eau où le but est juste de faire un tour autour d'un petit iceberg. Y a pas de raccourci, rien d'intéressant et surtout, c'est entouré d'eau. Si vous tombez, c'est dans l'eau et aucun moyen de sortir réellement de la carte comme ça a pu l'être pour Super Marché Coco. Et pensez même pas essayer de couper la moitié de la carte en allant jusqu'à l'iceberg. Le gouffre est beaucoup trop grand. Alors, y a vraiment une ultra shortcut sur cette carte? Oui, grâce à une technique très répandue dans Mario Kart, oui. Le wall clip. En fait, si vous touchez un mur en étant presque parallèle et en faisant une roue arrière, il aura un effet étrange, vous n'allez pas vous repousser sur le côté vu que vous ne touchez pas vraiment, mais vous allez être propulsé en hauteur. Et plus vous allez taper le mur fort, et plus vous allez monter haut. Et bien, ce qui est bien avec Royaume Sorbet, c'est qu'il n'y a rien, aucun mur, sauf un, le poteau de la ligne d'arrivée. Et si on arrive à faire un wall clip dessus, il se passe ça. En faisant un wall clip sur le poteau de la ligne d'arrivée, on arrive à sortir de la carte pour revenir juste avant la ligne d'arrivée sans l'avoir passée. Et en retournant toucher le dernier checkpoint clé, on peut revenir passer la ligne d'arrivée et avoir un tour de compter. Le problème, c'est que ça fait partie des ultra shortcuts qui sont faisables que pour un seul tour. En effet, pour le faire, vous êtes obligé de tomber dans l'eau, et donc de perdre les champignons qui permettaient de faire le wall clip. Mais pourquoi on a besoin de tomber dans l'eau? Je veux dire, vu comme ça paraît largement jouable de faire un wall clip, de revenir sur le sol et faire l'ultra shortcut avec encore les champignons utilisables pour le faire 3 fois. Et oui, mais non. En fait, il y a une autre sécurité mise en place par les développeurs pour éviter de casser les circuits. La règle des 95%. Dans Mario Kart Wii, il n'est pas possible de sauter plus de 95% d'une carte comme ça. Le jeu l'acceptera pas. Pour savoir où vous en êtes sur la carte, le jeu a deux informations, la lap completion et la race completion. Mais seulement le deuxième va nous intéresser ici. La race completion, c'est tout simplement où vous en êtes sur la course.
Si vous êtes au tour 2 et que vous avez fait la moitié de la carte, la valeur sera à 1,5. Si vous en avez fait 3 quarts, la valeur sera à 1,75, etc., etc. Si le jeu détecte que la valeur passe par exemple de 1,02 à 1,98, il va pas être spécialement d'accord vu que vous coupez plus de 95% de la carte. Il va vous retirer un tour et vous en serez à 0,98. Donc vous ne gagnerez pas un tour en passant la ligne d'arrivée. C'est une protection un peu étrange du jeu, mais elle est présente pour éviter de faire n'importe quoi et de complètement le détruire. Et bien cette règle, elle est problématique pour Royaume Sorbet, parce que quand vous quittez la route, vous en êtes à 0% de complétion de la carte. Et si vous avez l'idée de revenir sur la course, vous allez vous retrouver aux alentours des 98% de complétion. Et le jeu va pas spécialement apprécier ça, et vous retirer un tour par sécurité. Donc il est théoriquement impossible de revenir sur la course, et donc d'avoir un ultra shortcut sur les 3 tours de Royaume Sorbet. Sauf que... en fait, le jeu est pas très bon à savoir où vous en êtes sur la carte. Calculer précisément où vous êtes est trop gourmand en ressources et pas ultra important. Donc le jeu fait des estimations sur votre position. Et ça, des joueurs ont compris que ça avait peut-être un intérêt pour trouver une manière de faire un ultra shortcut sur les 3 tours. Ils ont compris qu'en avançant un peu dans la course et en revenant sur ses pas, il était possible de perdre le jeu dans ses estimations et de lui faire croire que le joueur en est à 2% de la course. Et si on saute, il y a un angle extrêmement précis à 2 doigts de faire tomber le joueur, où on arrive à 97% de complétion, ce qui satisfait au pourcent près la règle des 95%, et l'ultra shortcut est faisable sur les 3 tours. Bon, tout ça c'est bien, sauf que faire ça, c'est pas du tout, mais alors du tout évident. Comme vous avez pu le voir, la marge d'erreur est vraiment extrêmement fine, et tomber une la possibilité de faire 3 tours en faisant cet ultra shortcut. Ce que je vous ai montré, c'est la version tasse de la course qui galère déjà à ce que ça fonctionne. Pour autant, il n'a pas vraiment fallu longtemps pour que les joueurs se mettent à essayer de faire l'ultra shortcut de Royaume Sorbet. Déjà en 2015 était faite la version safe du shortcut, jusqu'à ce qu'arrive la découverte évitant la règle des 95% en 2018, où les joueurs sont arrivés à faire descendre le record en faisant 2 fois ultra shortcut dans la même course. Et bien en bientôt presque 5 ans, personne n'a encore réussi à faire 3 fois ultra shortcut de Royaume Sorbet. L'angle est tellement précis et les possibilités de se foirer sont tellement grandes que personne n'est encore jamais arrivé à casser entièrement cette course avec uniquement une manette. Casser entièrement le jeu par contre, personne n'a arrêté cette quête, et on va commencer à pousser encore plus loin les limites du jeu. Laissez-moi vous parler du Super Grind. Super Grind, c'est une méthode faisable uniquement en tâche de ses capacités d'être stupidement impossible à faire avec une vraie manette. Lorsque vous êtes sur une pente, le jeu prend un peu de temps à vous replacer correctement, et le nez de votre voiture va rentrer en contact avec la route. Si à ce moment précis vous spammez votre bouton de drift, vous allez alors entrer dans un état où votre carte va garder sa vitesse tout en étant bloquée dans la route, donnant cette espèce d'étrange moment où vous glissez comme sur une patinoire. Alors quand je dis spam le bouton, c'est spam. Ça demande d'appuyer sur le bouton drift et de tourner votre joystick à droite ou à gauche 30 fois par seconde. Ça oblige d'ailleurs, pour vous le montrer, à mettre cette vidéo à 60 images par seconde, donc vous verrez le drift constamment appuyé et le joystick constamment à droite. Ce qui est intéressant avec cette méthode du Super Grind, c'est que vous gardez votre vitesse, donc si vous utilisez un champignon, vous allez sur un booster, vous garderez la vitesse infiniment, et on peut voir ici par rapport à une course classique que c'est presque ridicule. Et bien cette stratégie va être extrêmement utile pour aller encore plus loin dans les ultra shortcuts. Et le meilleur exemple pour ça, c'est Chateau Bowser. C'est surprenant de se dire que le Super Grind peut être intéressant pour Chateau Bowser. C'est une carte extrêmement longue et sinueuse, et trouver des endroits où une pente est assez douce pour pouvoir commencer le Super Grind, c'est pas du tout facile. Et pour autant, des joueurs ont commencé à se rendre compte que la fin du circuit était un tout petit peu vallonnée, et que c'était suffisant pour effectuer un Super Grind et gratter encore un tout petit peu plus de temps sur les 3 tours. Mais des joueurs se sont rendus compte qu'avec cette vitesse accumulée, il était peut-être possible de faire un peu plus que ça. Je veux dire, un Super Grind si proche de la ligne d'arrivée, il n'y aurait pas moyen de faire l'ultra shortcut avec tout ça. La communauté du TAS de Mario Kart Wii y a réfléchi, mais vous imaginez pas la complexité. Le dernier checkpoint clé se trouve juste au-dessus d'un grand saut, et pour l'atteindre en contournant la ligne d'arrivée, ça demanderait de passer ce gouffre, ce qui est absolument impossible. Il faudrait une vitesse folle et faire un des sauts les plus gigantesques que le jeu ait pu connaître. De plus en plus de très grands noms de la communauté ont commencé à abandonner l'idée qu'un jour il y aura un ultra shortcut sur cette course. Et parmi eux, un seul y a cru, un seul n'a pas abandonné. Et le 2 avril 2023, Dulopuff a sorti cette vidéo.
Cet ultra shortcut, personne ne le pensait possible, et pour autant, Jellopuff l'a fait. En gardant la vitesse d'un drift sur place grâce à un super grind, et en accumulant encore plus de vitesse grâce à des champignons, il est possible de clip sur un mur avec un angle extrêmement précis et d'avoir assez de vitesse et de hauteur pour non seulement passer l'entièreté du gouffre, mais en plus atteindre la route et rejoindre le dernier checkpoint clé pour finir la carte. Grâce au super grind, un nouvel ultra shortcut était né. Et ce qui est fou, c'est que ce super grind a une autre propriété. Cette propriété, le Rapid Fire Up. Et la nouvelle victime trouvée pour cette stratégie, Waluigi Stadium. Waluigi Stadium, ça a toujours été un problème dans les Mario Kart. Pour sa forme si particulière, par son idée d'être un stade, ça fait partie des très rares circuits qui a des routes qui chevauchent entre elles, et surtout qui sont très proches les unes des autres. Déjà sur la version GameCube du circuit, ça avait posé problème. Très vite après la sortie du jeu, des joueurs avaient trouvé un moyen assez ingénieux de rejoindre une route un peu plus loin sur la carte pour finir la course plus rapidement. Mais rien ne prévoyait ce qui allait arriver sur la version Wii. En sautant à l'aide d'un champignon pour se lancer et toucher le haut de la ligne d'arrivée, il est possible d'atteindre la suite de la course, et en appuyant des dizaines de fois par seconde sur le bouton drift, il est possible de coller la banderole et accumuler de plus en plus de vitesse, qui est quand même le plus gros forcing de tous les temps, et relâcher toute la pression et sauter pour couper toute la course et enfin finir le tour. Cette technique est évidemment uniquement faisable en tasse, parce qu'appuyer des dizaines de fois par seconde sur un bouton, vous pouvez essayer, mais ça va être compliqué. Et comme tous les records possibles uniquement en tasse, eh bien ce serait appréciable que ça fonctionne en RTA, ou Real Time Attack. En gros, que des joueurs avec une manette, une console et des capacités uniquement humaines puissent le faire et améliorer le record du monde. Parce que, eh bien, il manquait pas grand chose pour que ça fonctionne. Il fallait juste trouver un moyen de forcer le boost sans cliquer comme un taré sur une manette. Et la première méthode qui a été trouvée vient de Justin et Benny qui réutilisent l'idée de taper le haut de la ligne d'arrivée pour passer à la suite du circuit, mais sans utiliser de champignons pour ce passage. Parce que les 3 champignons disponibles vont être utilisés pour faire ça. C'est viable, c'est impressionnant, mais c'est faisable par un être humain. Malheureusement, personne n'a jamais réussi cette stratégie pour faire Ultra Shortcut. Ça aurait été quand même vachement stylé. Parce qu'une nouvelle stratégie a été trouvée, plus rapide pour le TAS, mais aussi viable pour le Time Attack. L'idée est, après avoir tapé le haut de la ligne d'arrivée, de tomber contre le mur et en appuyant sur le bouton drift, en rebondir tout en gardant la vitesse accumulée pour revenir sur la course derrière la ligne d'arrivée, puis passer le tremplin et aller jusqu'au dernier checkpoint clé de la carte et revenir pour passer à la ligne d'arrivée. Un champignon, 2 tricks un peu compliqués, et le record du monde est à vous. Il faudra attendre à peine 3 jours pour que Logan réussisse Ultra Shortcut, en tombant pendant le cut et en se faisant ramener par Laikitu derrière l'arrivée, ce qui l'a fait battre l'ancien record du monde de 59 millième, et oui, parfois il en faut peu, le 18 juillet 2020, avec un 1 minute 48 et 384 millième. Depuis le temps, le record du monde a été descendu encore et encore, avec un record détenu depuis plus de 600 jours par Hunter, étant actuellement le seul à avoir accompli l'exploit d'avoir fait Ultra Shortcut 2 fois en une course, avec plus de 10 secondes d'avance sur le deuxième meilleur joueur de Waluigi Stadium. Avant de parler de 2 de mes chouchous, il faut que je vous introduise à une autre clé de compréhension du jeu qui vous permettra de comprendre pourquoi le prochain Ultra Shortcut c'est dur et comment c'est possible que ça fonctionne. Les murs horizontaux. Dans Mario Kart Wii, comme dans beaucoup d'autres jeux, il y a des murs. Bon voilà, c'est évident et je pensais pas devoir vous dire ça un jour, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 types de murs dans le jeu. Les murs verticaux et les murs horizontaux. Les murs verticaux sont des murs comme vous avez l'habitude d'en voir dans la vie de tous les jours. Et les murs horizontaux ont les mêmes propriétés, sauf que pour des raisons de simplicité, ils ont été placés à l'horizontale. Ça permet en général de refermer une texture proprement. Ces murs horizontaux, ils ont une propriété très particulière dans Mario Kart Wii. Si vous en touchez un, votre carte va être insensible au mur jusqu'à ce qu'il revienne sur le sol. C'est une mécanique très utile parce que, par exemple, les dessus des arrivées sont constitués de ces murs horizontaux. C'est pour ça qu'il est vital dans Waluigi Stadium de toucher ce mur horizontal, sinon le joueur serait bloqué par un mur invisible et donc il ne pourrait pas couper la course. Les murs horizontaux c'est utilisé partout et ça a été la dernière clé d'un très long mystère. L'Ultra Shortcut de Cap Koopa.
Il a été découvert qu'il est possible de faire un ultra shortcut sur Cap Koopa d'une manière pour le moins très particulière. Tout d'abord, il va falloir se positionner à un endroit bien spécifique de la carte, juste après le premier saut du circuit. L'idée c'est de mettre son kart dans un angle permettant de commencer un super grind, accumuler le plus de vitesse possible pour atteindre le saut de l'autre côté du gouffre, viser le mur juste ici pour rentrer à l'intérieur grâce à un angle très spécifique, et après être rentré dans le mur, taper le rocher pour pouvoir repositionner son kart et perdre toute la vitesse accumulée en faisant tout pour éviter de sortir du mur, et enfin avancer le long du mur pour s'élancer et tomber dans un endroit bien spécifique de la carte, ce qui permettra de passer derrière la ligne d'arrivée, et avec ça fait un ultra shortcut. Comme vous l'avez compris avec la méthode employée pour s'en sortir, cet ultra shortcut n'est pas faisable par un être humain. Même le TAS a beaucoup de mal à avoir assez de vitesse pour atteindre le mur, et juste y rester, c'est suffisamment une épreuve pour lui. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec ce genre de communauté, c'est qu'elle cherchera toujours un moyen de briser le jeu, et pas uniquement avec un ordinateur, mais aussi le briser de ses propres mains. Et les recherches vont commencer à s'orienter vers l'idée de rendre ça humainement viable. Évidemment, il est impossible de faire ce shortcut en passant le gouffre pour atteindre le mur. En fait, c'est pas utile tout ce passage, c'est juste un moyen de rentrer dans le mur. L'idée, c'est d'en trouver un autre. Et d'autres seront trouvés. En début 2021, soit 2 ans après la découverte de l'ultra shortcut, Kiryu va trouver qu'il est possible, en effectuant un wall clip sur le mur de l'autre côté de la course, de gagner assez de hauteur pour toucher ce tout petit mur horizontal et gagner la propriété de passer à travers le décor pour effectuer l'ultra shortcut. Et Jay, un autre joueur de la communauté TAS extrêmement prolifique, va trouver qu'il est possible de faire ce même bug juste avec un petit boost, sans utiliser de champignons et sans input impossible à faire par un être humain. Et le lendemain de la découverte, le 27 février 2021, est sortie cette vidéo. « 2 minutes, 14 secondes et 552 millièmes. Le tout premier ultra shortcut de Cap Koopa a enfin été fait. Il aura fallu attendre 3 ans pour qu'enfin, après autant de recherches, de temps et d'ingéniosité, cet ultra shortcut devienne une réalité. 2 ans plus tard, le record est actuellement 2 minutes 55 et 250 millièmes par Lawrence, fait le 30 mai 2023. Maintenant, je pense qu'il est temps de vous parler de mes 2 chouchous. Des 2 circuits les plus impressionnants que j'ai pu voir utilisant toutes les stratégies dont on a parlé jusqu'à présent. Et bah même plus en fait. Mais je préfère vous garder la surprise pour celui-là, tellement il est stupidement impressionnant. Voici le Tool Assisted Speedrun de Circuit Daisy. Alors déjà reprends depuis le début parce qu'il y a 2-3 trucs à dire. Donc tout d'abord, un wall clip pour atteindre le dessus de la ligne d'arrivée, suivi une fois stabilisé d'un autre wall clip sur la ligne d'arrivée, donc sur un mur horizontal, pour s'éjecter dans les airs et atteindre l'autre moitié du circuit, suivi de ce qu'on appelle du super hopping. Le super hopping, c'est une stratégie qui a complètement changé la vision de ce qui fonctionnait le mieux ou ce qu'on appelle la méta dans Mario Kart Wii. C'est une stratégie qui utilise les motos avec des drifts particuliers faisant partir la roue arrière sur le côté, ce qu'on appelle les drifts extérieurs. La communauté s'est rendu compte qu'en spammant le bouton de drift tout en tournant, il était possible d'accumuler et de garder une vitesse assez absurde pendant toute son utilisation. C'est une méthode qui est extrêmement utilisée désormais dans les différents tasses de Mario Kart Wii et qui est sincèrement très impressionnante à voir. Bref, retour à notre ultra shortcut. Une fois cette série de super hop qui est juste faite pour gagner le plus de temps possible, le TAS s'élance avec encore un nouveau wall clip sur le bord d'un mur pour toucher le haut du palmier, encore un mur horizontal, et arriver sur la route en passant à travers un mur, ce qui permettra de passer à travers la route et se bloquer à l'intérieur pour faire la dernière stratégie extrêmement impressionnante de Mario Kart Wii, le super sliding. Le super sliding, c'est encore une propriété étrange du jeu qui fait que lorsque vous êtes bloqué dans le sol, vous allez pouvoir glisser comme sur une patinoire et donc gagner de la vitesse en tournant sur le côté. Gagner beaucoup de vitesse. Au final, atteindre le maximum de vitesse possible, c'est-à-dire 120 km/h, ce qui est un gain de temps colossal par rapport à la méthode classique de conduire. Circuit Daisy fait partie de ces ultra shortcuts presque pour rigoler tellement ils sont absurdes dans leur difficulté et font partie de ceux qui probablement n'auront jamais d'application possible pour en faire un record du monde viable.
seul. Mais il y a encore pire et encore plus impressionnant que ça. Dans Mario Kart Wii, je dirais qu'il y a 3 niveaux différents d'Ultra Shortcuts. Les Ultra Shortcuts faisables par un être humain, les Ultra Shortcuts faisables uniquement en tasse, et enfin les Ultra Shortcuts faisables uniquement en tasse et uniquement sur un tour. Dans cette dernière catégorie, on a l'Ultra Shortcut de Circuit Daisy qui demande 3 champignons et est donc faisable que sur un tour. Mais il y a aussi une autre sous-catégorie, les records flap. Les flaps ou fast slaps sont une catégorie de records un peu particulière, cherchant à ne pas être le plus rapide sur 3 tours, mais sur un seul tour. Ça laisse évidemment bien plus de possibilités. On peut prendre le temps qu'on veut pour se préparer, le seul intérêt c'est au final d'être le plus rapide sur un seul tour. Et pour parler de ce qu'on peut faire de fou en flap, on va partir sur la dernière course de cette vidéo, Cascade Yoshi. Cascade Yoshi a un peu le même problème que Royaume Sorbet. C'est une course circulaire autour d'une île avec uniquement des gouffres, donc comme Royaume Sorbet, il est absolument impossible de passer derrière la ligne d'arrivée avec les méthodes habituelles. Et pour ajouter une difficulté supplémentaire, la ligne d'arrivée est bordée par des estrades pour les spectateurs, donc il n'est même pas possible de faire un wall clip sur les poteaux pour contourner l'arrivée. C'est probablement l'une des cartes les plus improbables pour avoir un ultra shortcut. Mais, à la différence du Royaume Sorbet, l'île au milieu est beaucoup plus proche. Vraiment très proche. 13 secondes et 714 millièmes. Le tour le plus rapide jamais fait sur Cascade Yoshi, fait par Michael en tout la CC Speedrun. Ici, c'est un flap assez sympathique, c'est-à-dire qu'il y a peu de préparation pour arriver à ce temps. Il n'a suffi que d'un super grain et une éjection jusqu'à l'îlot pour s'en sortir, mais il est largement possible d'aller encore plus loin. Le jour d'avant, Gelopuff a trouvé une façon encore plus rapide de faire un tour sur Cascade Yoshi. Son but va être de faire un tour complet de la carte et juste avant la ligne d'arrivée, de l'esquiver en sautant vers l'îlot pour contourner la ligne d'arrivée et revenir sur le sol. S'avancer un peu plus loin dans la course jusqu'à un booster pour commencer enfin à effectuer son flap. Le but va être de garder le plus longtemps possible la vitesse offerte par le booster grâce à un super grind, et d'accumuler le plus de vitesse grâce aux pentes du circuit, et après un peu de temps faire un wall clip. Toucher le checkpoint de la ligne d'arrivée pour compter un tour vu que c'est plus ou moins là où s'en était arrêté le compteur interne du jeu, toucher l'îlot et tomber dans l'eau juste à côté du dernier checkpoint clé de la carte. Et une fois le checkpoint clé passé, tranquillement revenir vers la ligne d'arrivée pour finir le flap. C'est celui-là, le tour le plus rapide jamais fait sur Cascade Yoshi. Un tour en 10 secondes et 909 millièmes, soit presque 3 secondes plus vite que la première version. Et c'est fou de se dire que tout ce que j'ai raconté date d'il y a au maximum 5 ans. C'est rare qu'un jeu comme ça ait une aussi grande longévité et qu'une communauté y soit active 15 ans après sa sortie. Le problème de cette histoire, c'est qu'elle finit jamais. Il y a encore plein d'ultra shortcuts dont j'ai pas encore parlé, et il y a encore des joueurs, aujourd'hui, qui travaillent pour avoir des records encore plus optimisés et qui essaient de trouver de nouveaux ultra shortcuts, de nouveaux défis pour explorer le jeu totalement. Des stratégies sont encore découvertes en 2023 et le jeu a l'air d'avoir encore énormément à offrir. Et c'est probablement pour ça que c'est mon Mario Kart préféré, celui que j'apprécie encore voir aujourd'hui. Évidemment, c'est parce que c'est le premier que j'ai pu découvrir et quasiment l'un des premiers vrais jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer dans ma vie. Que les courses et surtout que les musiques sont encore excellentes aujourd'hui. Mais c'est surtout parce que ce qui me plaît le plus dans le jeu, c'est ses défauts. J'ai été en partie déçu de pas pouvoir vraiment faire ce que je voulais dans Mario Kart 8. Dès que j'avance un peu en dehors des limites du jeu, on me dit non, la course elle est par là et t'as aucune raison d'aller autre part. J'ai juste l'impression d'un jeu de course qui veut absolument être ce qu'il a toujours voulu être. Un jeu de course. Pas de défauts, pas d'irrégularité, pas d'inattendu. Juste rouler sur un circuit. Et c'est vraiment à la sortie de Mario Kart 8 que j'ai compris qu'on peut aimer un jeu pour ses qualités, mais qu'on peut rester dessus pour ses défauts. Je veux dire, c'est pas vraiment prévu d'avoir un jeu avec autant de problèmes dessus, mais il a réussi à vivre dans cette fine branche du jeu vidéo où les bugs sont impressionnants à voir et extrêmement difficiles à faire. C'est ça qui rend Mario Kart Wii aussi intéressant même aujourd'hui, aussi unique. Aucun autre jeu n'est capable de tels défauts parce que c'était juste pas prévu. Et ce jeu fait partie des choses dans la vie, des rares arts qui sont à la base beaux, mais qui sont rendus uniques par leurs défauts. Plus jamais on aura un jeu comme ça. Tout ce sur quoi les joueurs jouent encore sont les erreurs de parcours, des choses que les développeurs ne feront plus jamais. Et pour autant, c'est ce qui, je pense, fait la réelle beauté d'un jeu, sa permissivité. Laisser la possibilité aux joueurs de faire ce qui n'était pas prévu. Un jeu trop permissif est ennuyeux parce qu'on peut le détruire trop facilement, mais un jeu pas assez permissif peut être un problème. Oui, ça crée un jeu équilibré, sûr, mais ça en fait pas un jeu parfait. Beaucoup de ce qui fait un jeu fun, des mémoires des joueurs, c'est aussi ces petites stratégies, pouvoir couper des animations et aussi voir le jeu partir en couille sans aucune raison. C'est aussi ça qui est drôle dans un jeu. Je suis pas en train de dire faites des jeux buggés, évidemment, faites de votre mieux pour que ça soit sympa à jouer, que ça nous prenne pas pour des cons. Mais à force
force de trop sécuriser un jeu et de fermer le joueur dans un couloir, qu'il soit physique ou virtuel, ça n'en fait pas un meilleur jeu. Ça en fait juste un jeu où les joueurs jouent selon ce que les développeurs ont prévu. Et l'intérêt du jeu dépend de la capacité des studios à faire un bon jeu. Et c'est là où la chance a un rôle important dans son succès. Certains bugs rendent les jeux injouables et d'autres peuvent leur donner une toute autre perspective. Au final, ils ont pas détruit Mario Kart par envie de prouver que le jeu était foireux, mais par passion d'aller encore plus loin, de trouver tout ce que le jeu peut offrir et de repousser ses limites et leurs limites. Ce qu'ils ont fait, c'est probablement la meilleure chose qui peut arriver à un jeu, celui du statut d'œuvre unique et immortelle, seul dans sa façon d'être. Ils ont détruit Mario Kart, oui, pas pour le tuer, mais pour le rendre immortel. Maybe it's the way you're dressed. Maybe